BDO. Aller dans le transport et logistique, quand j'étais petit, non, c'était pas mon rêve absolu. Moi, je voulais faire footballeur. Son motto, c'était de dire, voilà, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais tu le fais bien, quoi. La raison d'être peut être un vecteur majeur d'application de la politique et de la vision et de la culture de l'entreprise, à condition qu'elle soit mise en place de manière un peu plus contraignante que simplement en le clamant dans les statuts. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, je suis avec Jean-Thomas Schmitt. Alors vous sachez tous, Jean-Thomas est le CEO d'Epner. Epner, une ETI familiale française qui a passé la barre des 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Jean-Thomas, pas mal de points communs avec lui, il a 40 ans, il est lauréat du Choiseul, très investi dans le mouvement des ETI et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Arnaud, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être je te laisse te présenter toi et puis nous parler d'Epner. Ok, d'abord merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravi d'être là et très honoré de le faire. Alors pour me présenter, je vais déjà commencer sur la partie perso. Donc moi je suis Thomas Schmitt, j'ai 40 ans, marié, j'ai 3 enfants qui ont 7, 4 et 1 an. Donc voilà, c'est ma principale occupation à l'heure actuelle. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et puis, moi, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EDEC. J'ai fait un master en finance avant de rejoindre immédiatement l'entreprise familiale. Et c'est ça, c'est l'essentiel de ma carrière professionnelle. Donc, c'est assez condensé. Alors, l'entreprise familiale, pour la décrire brièvement, c'est une entreprise qui se définit d'un point de vue marketing comme créatrice de solutions transport et logistique, spécialiste des flux depuis et vers la France initialement, même si ça a tendance à s'étendre un peu à l'Europe. Et l'entreprise est une entreprise familiale, 100%, et qui a l'intention de rester indépendante et familiale, dont je représente la quatrième génération. Absolument. Créée en 1925 par mon arrière-grand-père, et qui aujourd'hui vient de passer le cap des 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc 1 milliard et 26 millions, donc c'est très symbolique, mais c'est voilà, un petit élément de fierté. Et on est aujourd'hui présent dans 9 pays, avec essentiellement la France à 75%, grosso modo, quoi. Soit le temps passe vite, soit ton entreprise grossit vite. Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a presque 2 ans, tu étais aux alentours de 800 millions. C'est exactement ça. En 2018, on faisait 715 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et entre-temps, donc sur les 300 millions d'évolution, tu as 2 tiers qui tiennent de la croissance externe et 1 tiers qui tient de la croissance organique. Donc, on est sur du 3% de taux de croissance annuel moyen sur l'organique et à 9% avec l'externe, donc ça progresse bien. Donc au final, je me rends compte qu'on a pas mal de points communs, on a le même âge. Bon, j'ai 2 enfants, t'en as 3, donc un point de plus pour toi. École de commerce. Je sais pas si c'est un point de plus, la première fois qu'on s'est rencontrés, je le mentionne parce que donc on était tous les deux pour enregistrer un podcast chez Alain Marty. Voilà, je sais pas s'il écoutera, on peut le saluer. C'est vrai, absolument. Donc c'est assez drôle de t'avoir là dans cette discussion. Dis répétita. Peut-être tu disais Epner, 1 milliard de chiffres. Tu as été aussi pionnier, et je pense que c'était important de le mentionner, sur les sujets d'engagement et notamment sur la raison d'être. Je crois que tu es la première entreprise de ton secteur à avoir inscrit une raison d'être dans tes statuts. Tu peux nous en parler un petit peu plus, la genèse de ça Absolument. En fait, la genèse de la création de la raison d'être, elle est pas très glamour, quoi. C'est que j'ai vu la loi Pacte arriver avec la crainte que finalement ça finisse par s'imposer très très durement dans la loi, comme toujours en France. On finit toujours par on lâche un ballon d'essai et puis finalement on l'ancre dans la loi 2 ans plus tard. Et je voulais préempter une raison d'être, 1, qui nous ressemble, donc qui soit vraie et sincère, et 2, qui soit moins opposable au tiers, la moins opposable au tiers possible. C'est-à-dire justement dans sa sincérité et sa vérité. Ça me paraissait assez incontournable de trouver une raison d'être qui finalement puisse pas être contestable juridiquement, parce que quand on fait du greenwashing, au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui dit mais attendez, c'est orthogonal à ce que vous dites dans votre raison d'être, ce que vous venez de faire, etc. Et puis il y avait un autre phénomène pour le coup plus intéressant pour moi, qui était le fait que l'entreprise grandissait. Moi, j'ai repris l'entreprise en 2015 à la direction générale et l'entreprise faisait un petit peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'était présent que dans 2 pays, donc vraiment très essentiellement la France.
Du coup, l'entreprise se structure avec des gens, d'une part, qui arrivent d'horizons externes, et puis avec sans doute des nouveaux niveaux, des nouvelles approches, des nouvelles cultures d'entreprise, des nouvelles valeurs. Et je voulais qu'il y ait un alignement le plus fort possible dans le temps et qu'on assure la pérennité de la culture d'entreprise et de sa culture managériale. Et en l'occurrence, c'est comme ça que j'ai dit, mais on n'a qu'à partir en fait d'interroger nos collaborateurs sur le terrain, qui nous fassent remonter un peu comment eux voient la raison d'être. Donc, on l'avait défini dans un questionnaire qui était parfaitement adapté à ce que tout le monde puisse répondre. Puis finalement, cette raison d'être autour de l'encourager l'esprit d'entreprise pour toutes nos parties prenantes dans tous les territoires où nous agissons et pour tous les citoyens, c'est venu aussi du fait que c'est notre marque de fabrique. Et ce que je voulais pas, c'est qu'à travers la transformation de l'entreprise, son internationalisation, sa croissance assez rapide, etc., on perde de vue ce qui faisait l'essentiel de chez nous et ce qui a toujours fait qu'on arrive à garder nos collaborateurs, à les attirer, c'est-à-dire vraiment ce sentiment d'être empoweré, excuse-moi de cet anglicisme, mais vraiment autonome, avoir beaucoup de responsabilités, avoir un fonctionnement en principe de subsidiarité, être capable de créer de l'entrepreneuriat localement en créant des partenariats avec des fournisseurs, avec des écoles, voilà. Et en fait, je voyais un peu le risque de cette croisée des chemins arriver et je voulais le sanctuariser. D'où la création de cette raison d'être qu'on a inscrit dans nos statuts. Et si je dois faire un bilan un peu plus tard, je suis plutôt content de ce qu'elle est aujourd'hui parce que elle me permet régulièrement de le rappeler, en rappelant que c'est ça l'essentiel. Mais je pense que si on veut aller plus loin, je sais que BDO est entreprise à mission. Si on veut aller plus loin, je pense que il faudra un jour se doter d'éléments de mesure plus précis. Je vois bien qu'aujourd'hui, quand il y a un petit vent contraire, c'est pas la première chose à laquelle on fait référence, même au niveau du COMEX et même à mon niveau. Moi, c'est intuitif parce que j'ai toujours vécu là-dedans, que c'est assez séculaire en fait dans l'entreprise, que c'est même intergénérationnel. C'est mon père qui était très tourné comme ça, mon grand-père aussi, et moi j'ai repris cette vision-là des choses. Mais je le vois à mon échelle, je le vois sans doute à l'échelle du COMEX. Parfois, je le vois peut-être un peu moins des échelons inférieurs. Et j'ai vu récemment que, typiquement, en Europe, on avait nommé quelqu'un qui venait de l'extérieur, qui est parti entre-temps, et qui avait pas forcément cette raison d'être chevillée au corps. Donc voilà, c'est l'enjeu principal, c'est d'arriver à la diffuser et de faire en sorte qu'elle vive dans toutes les équipes, quoi, et que ça reste pas uniquement un niveau de direction. Alors, la diffusion se fait, mais elle est pas contraignante. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas trouvé le truc qui fait que on peut très bien avoir quelqu'un qui fait semblant ou qui fait semblant de s'adapter à cette raison d'être, qui nous dit oui. Et puis quand on mesure les enquêtes, nous on est labellisé Great Place to Work en France et dans 3 autres pays. On voyait bien d'ailleurs qu'en Allemagne, les enquêtes étaient excuse-moi du terme, dégueulasses. Vis-à-vis du groupe et vis-à-vis à la fois en termes de perception globale et à la fois ce qu'ils appellent le Trust Index, c'est-à-dire la moyenne des questions posées. Mais parce qu'il y avait un gros problème de management et que justement on était sur quelque chose de très centralisé, très tourné sur le reporting, pas du tout entrepreneurial, mais très technocratique. Et donc on voit bien comment la raison d'être peut être un vecteur majeur d'application de la politique et de la vision et de la culture de l'entreprise, à condition qu'elle soit mise en place de manière un peu plus contraignante que simplement le clamant dans les statuts. Voilà, je pense que l'étape d'après, c'est probablement d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus structurant. Un peu plus contraignant, peut-être. Je te remercie de l'avoir mentionné, mais effectivement, ça nous fait un deuxième point commun. Vous avez été pionnier sur la raison d'être dans ton secteur. Nous, on a été pionniers dans le nôtre en étant le premier à devenir société à mission. Effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à décliner, d'opérationnaliser la mission dans les équipes pour que ça vive au quotidien. Ouais. Peut-être si on revient à toi en particulier, donc jeune dirigeant, 4e génération de dirigeants, comment t'en es arrivé là ? Est-ce que t'étais prédestiné à prendre la suite, à diriger l'entreprise ? Est-ce que c'était ça que tu voulais faire quand t'étais petit ? Enfin, comment ça s'est passé ? Aller dans le transport et logistique, quand j'étais petit, non, c'était pas mon rêve absolu. Moi, je voulais faire footballeur, probablement. Non, c'est le genre de truc, tu baignes dedans tous les soirs parce que tu vois ton père qui rentre du bureau, mais tu sais pas ce que c'est, tu en mesures pas les tenants, les aboutissants, etc. En fait, tu en mesures la portée parce que petit à petit, on te fait venir aux âgés. Mais tu vois que c'est une aventure familiale. Tu perçois pas très bien ce que c'est, mais tu comprends que c'est aussi une aventure familiale, que on n'est pas du tout dans une logique
Enfin, les discussions dans la famille n'étaient pas portées sur la partie financière, elles étaient portées sur ce que ça représentait pour la famille de ciment, etc., etc. Alors, avec le temps, tu réalises que c'est plus complexe que ça, mais ça, c'était un peu la première vision que j'en avais. Et en fait, moi, j'ai un écart d'âge important avec mon père, puisque moi, je suis le fruit d'un remariage. Donc, j'ai 43 ans d'écart d'âge. Quand j'ai fini l'EDEC, on était en 2008 et on rentrait dans la crise financière. Alors, c'est vrai que nous, on est arrivé sur le marché, c'était le bon moment. On est sorti de l'école. Pile poil sur le marché. Et moi, j'avais plutôt envie au départ de faire de la finance et plutôt à l'étranger pour avoir un parcours un peu international et voir d'autres choses. Bon, il se trouve que mon père, encore une fois, était plus âgé que moi et on peut penser ce qu'on veut de sa vision, mais il avait une vision, alors certains diront que c'est du népotisme, hein, mais lui, il avait la vision de se dire moi, je veux un champion familial et de préférence, et il n'en avait pas trouvé dans la génération. Voilà. Il y a personne qui avait déclaré son envie de le faire. Et personne, pour être assez direct, qui avait fait la formation initiale nécessaire pour pouvoir prétendre reprendre une entreprise qui était déjà significative à l'époque. Et donc, mon père disait, le dernier espoir, c'est Jean Thomas, quoi. Et donc, il m'a dit, sans pression, quoi. Sans pression. Non, mais là-dessus, je dois laisser à mon père. Il a toujours été très cool là-dessus. C'est-à-dire qu'il m'a dit, son motto, c'était de dire, voilà, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais tu le fais bien, quoi. Si tu veux faire de la guitare, tu le fais bien. Si tu veux faire un artiste peintre, tu le fais bien. Si tu veux faire vétérinaire, tu le fais bien. Mais tu fais les choses bien. Tu glandouilles pas avec l'argent de papa et maman. Ça, on te laissera pas faire. Ça, je pense qu'il m'aurait jamais laissé faire. Il aurait monté une fondation, il aurait fait un truc, mais il m'aurait jamais laissé faire. Et de toute façon, c'était pas non plus mon ambition. Mais en fait, je me suis retrouvé à un moment où je voyais que mon père, je voulais assez vite rentrer dans l'entreprise pour savoir si oui ou non ça me plaisait. Pour pas laisser mon père vivre avec un faux espoir encore 5 ans et se fatiguer à l'usure, etc. Le directeur général a courageusement quitté le navire au milieu de la crise. Et là, je me rappelle d'avoir vu mon père effondré dans le canapé parce que il était déjà assez âgé. Il était rentré dans une fonction moins exécutive, même si je pense qu'il intervenait ici ou là sur le plan opérationnel. Il était quand même vachement moins exécutif, donc il a dû se replonger en plein milieu de la crise, se remettre les mains dans le cambouis avec une équipe qui était plus complètement la sienne parce que le nouveau DG avait quand même modifié des choses. Donc ça a été un moment assez compliqué. Et moi, je venais de rentrer là-dedans, justement, alors avec beaucoup de pression. Moi, je m'étais mis une pression folle à titre personnel. Ça, quoi. C'était quoi le doute? C'était une crise une crainte de légitimité? Ouais, d'ailleurs, cette crainte de légitimité, j'ai un peu le complexe de l'imposteur, moi, à la base. Et en fait, j'ai dû me forcer toute ma vie pour avancer dans ce truc-là. Mais même au début, quand j'ai repris mon poste, au tout début, moi, on m'a balancé porte-serviette d'un directeur de BU qui était l'aérien et le maritime. Je donnais des instructions à des gens qui avaient 30 ans de plus que moi et 20 ans de maison. Je me sentais absolument pas légitime. La seule légitimité que j'avais, c'était d'avoir mon nom. Donc, les gens me répondaient parce que je m'appelais Schmitt, mais basta, quoi. Mais toujours est-il que je suis rentré là. Et puis, en fait, il y a une démission à l'agence de Lille. C'était un tout petit service. J'avais 25 ans. Et ça a plutôt bien marché. C'était un service en grosse difficulté. Et je l'ai redressé en 1 an. Et du coup, ça a donné pas mal d'idées à mon père qui m'a dit, bon, attends, on veut pas faire de toi un spécialiste non plus de métier, on veut te faire connaître tout. Et donc, il m'a filé après ça tous les bâtons merdeux de l'entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant, pour être honnête, c'est que quand on te file un truc qui marche pas, si tu te relèves un peu les manches et que tu travailles dur, tu peux difficilement faire pire. Alors que quand on te fait un truc qui va très bien, si tu perds ton premier client, ça peut assez vite se casser la gueule. Et c'était pour le défi, ça? Moi, j'aimais bien le combat déjà. Mais voilà, ça m'a permis de gagner mes galons et de gagner en crédibilité extrêmement rapidement. Et puis après, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en termes de restructuration et d'amélioration des opérations et de la productivité. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, je suis parti de là. En fait, il ne se posait plus la question de mon savoir-faire, entre guillemets. Il y avait toujours un peu cette question de donc là, tu avais fait la preuve, quoi. J'avais fait la preuve opérationnellement, etc. J'avais à l'époque 30 ans. Et je rejoins mon père au siège pour reprendre un poste de DGD, directeur général délégué, en charge plutôt des opérations, ce qui permettait de lui de reprendre un peu de hauteur. Et là, du coup, ça m'a permis de toucher à d'autres opérations. Et puis, c'est marrant, t'arrives du terrain, t'as plein de bonnes idées, tu les mets en œuvre pendant 7 mois, 8 mois. Puis tout d'un coup, t'épuises ton stock d'idées et de best practices que tu ramènes du terrain. Et ça m'a obligé à d'abord, reprendre de la hauteur et de la distance. Et du coup, à aussi me permettre de travailler une vision stratégique qui n'était pas la mienne. En 2014, j'étais encore peut-être un peu jeune, d'une part. Et deuxièmement, c'était mon père qui la portait encore. Et donc, voilà, moi, j'ai repris la direction générale en 2015.
m'appuyant sur un changement principal qui était l'informatique et le digital que mon père avait pas forcément bien anticipé. Donc ça a été mon premier galop d'essai en termes de déploiement stratégique. Puis pendant les 3 premières années, j'étais très axé sur la restauration de la rentabilité sur certains axes. Et puis après, je me suis lancé effectivement dans l'établissement d'un plan stratégique à 5 ans. Alors 5 ans aujourd'hui, je ne le referai plus. Non, ça tient plus. 5 ans, c'est un monde. Déjà 3 ans, c'est déjà sortir la boule de cristal. Et en fait, je me suis éclaté dans cette boîte. D'abord, on a une ancienneté moyenne qui est très importante, qui est de 13 ans. On a des gens très loyaux et on a une culture d'entreprise extrêmement forte qui peut être un peu clivante sur le marché, mais qui est extrêmement forte et qui, du coup, quand les gens y adhèrent, les gens s'éclatent dans cette entreprise, donc c'est super. Je creuse juste un point, parce que je trouve intéressant. Tu disais, finalement, ton père t'a donné tous les bâtons merdeux de l'entreprise, t'y es allé un peu par le défi, t'aimais le combat. Je sais pas si c'est une caractéristique des CEO. Moi, je sais que j'ai beaucoup été comme ça dans toute mon évolution, d'aller récupérer les clients les plus compliqués, toujours pour essayer de dire, si j'y arrive, ça me permettra d'avancer. Tu vois, est-ce que t'avais la stratégie de dire, je suis en train de me bâtir finalement cette crédibilité, je vais prouver pour finalement prendre la succession de mon père, ou c'est finalement la succession de cet événement qui s'est fait naturellement et qui a créé ta légitimité en tant que CEO? Il y avait les deux, c'est-à-dire que moi je savais que effectivement le parcours que j'étais en train de faire me crédibilisait énormément, donc il fallait que je poursuive encore ce parcours pour me doter encore d'une expérience, je dirais de terrain, qui, sans faire de moi un spécialiste, me permet aujourd'hui de parler avec tout le monde. Donc je voyais bien tout l'intérêt qu'il y avait à poursuivre là-dedans en prenant encore éventuellement un rôle qui me dotait d'une expérience complémentaire et qui me renforçait ma crédibilité. Et je me suis éclaté à mettre en place des réunions, à commencer à créer les synergies entre les services, etc. Et là, il s'est passé un truc que j'en ai longtemps voulu à mon père. Il m'a mis un directeur régional par-dessus la tête sans me consulter, sans m'interroger, sans me demander si je voulais faire ça, etc. Et moi, j'avais pris goût aussi au truc. Donc, quand il m'a balancé ce type-là, qui finalement, en plus, j'avais une estime très relative pour lui, je lui ai dit, écoute, vu que tu me traites comme ça, moi, je vais chercher ailleurs. C'est la fois où j'ai donné ma démission. Du coup, j'ai dit, écoute, regarde l'Île-de-France-Nord, ça marche pas. Moi, je veux reprendre ce truc-là. Mais c'est gros pour toi. Et puis, t'es jeune encore, tu vas te casser la gueule, etc. Je dis, c'est soit ça, soit on a un problème. Donc, il m'a donné ça, tout en étant un peu sceptique sur le truc. Et voilà. C'était à la fois de l'opportunisme, mais à la fois quelque chose d'un peu plus structuré dans ma pensée. T'as 40 ans, tu le disais, dans une entreprise familiale, 4e génération, ancrée dans les territoires. Tu disais que quand t'as démarré, tu donnais des directives à des personnes qui avaient 20 ans de plus que toi. Est-ce que ça change quelque chose d'être un CEO de 40 ans dans ton secteur? Je dirais même si je pense que ça change quelque chose. Qu'est-ce que ça change pour toi en fait? En quoi ça présente une singularité par rapport à tes concurrents, et quel est le style d'un CEO de 40 ans? Tu pourras compléter parce que tu es dans la même situation que moi, mais quand même encore en France, tu as encore un petit procès en jeunesse. Donc passer le 40 ans, tu as l'impression que tu passes dans le monde adulte. Quand tu dis que tu as 38 ou 39, vous êtes jeune, dis donc, pour dire. Bon. La jeunesse est un pari que beaucoup commencent à considérer comme un pari gagnant. Puis on le voit, on partage le même réseau Choiseul, on voit quand même, il y a ça arrive et qu'il y a vraiment des jeunes qui commencent à prendre des postes à responsabilité. Mais effectivement, on te regarde quand même en disant, 38, 39. En fait, il y a plusieurs choses. D'une part, moi je pense que dans une succession familiale, et c'est le cas, faut quand même avoir en tête que 50% des ETI et des PME vont se transmettre dans les 10 prochaines années, et je pense que favoriser les conditions de la transmission, j'en profite pour le dire aussi, je sais que c'est un de tes combats. Les conditions fiscales de la transmission sont quand même largement au-dessus de la moyenne européenne en termes de taux. Et ça correspond à 8 à 10 ans de bénéfices, quand même, de distribution de bénéfices pour pouvoir financer la transmission d'une entreprise. Or, le capitalisme familial, pour moi, c'est quand même extrêmement important parce que c'est un capitalisme de temps long, c'est un capitalisme patient. C'est un capitalisme qui accepte d'avoir des à-coups, qui gère en bon père de famille, etc. Donc pour moi, c'est un capitalisme extrêmement performant et notamment vecteur d'industrialisation pour la France, ce qu'on cherche. Donc avant de penser à réattirer à nous des gens qui avaient délocalisé il y a 30 ans, ce serait bien de protéger celles qui ne sont jamais parties d'ailleurs. Je pense que la transmission a d'autres atouts. Il y a une expression que j'ai entendue un jour à la télé, à la radio,
en disant aujourd'hui, on parle en année chien. Une année d'aujourd'hui, ça vaut 7 ans d'il y a 30 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient le temps de la planification, ils avaient le temps de voir venir, ils avaient le temps de se laisser le temps, etc. Aujourd'hui, tu peux plus faire. On parlait des plans à 3 ans. Aujourd'hui, un plan à 3 ans, ça n'existe plus. Tu es en rolling forecast permanent. Faut s'adapter à une guerre en Ukraine, faut s'adapter à une crise climatique qui s'accroît de mois en mois. Donc aujourd'hui, il faut avoir une capacité de réaction extrêmement rapide. Et je pense d'ailleurs que c'est pas seulement le CEO qui doit être jeune. Je pense que il est bon d'avoir un mix entre des gens d'expérience parce qu'il faut les garder, la culture de l'entreprise, etc. pour ceux qui ont le plus d'ancienneté dans l'entreprise. Puis avoir de l'expérience, ça permet aussi toujours de relativiser ou de remettre en perspective par rapport à l'histoire, par rapport à des expériences qu'ils peuvent avoir vécues, des choses qui ne sont pas forcément toujours totalement comparables, mais qui s'en rapprochent et qui peuvent permettre d'avoir cette idée de dire ouais mais moi j'ai connu ça à tel moment, etc. Mais en même temps il faut aussi agrémenter nos dispositifs d'une certaine jeunesse. Non mais c'est vrai que ça va à une vitesse qui est complètement différente par rapport à ce que nos parents ou ce que notre génération de dirigeants a pu connaître. Je trouve aussi intéressant ce que tu dis sur la façon de s'entourer, enfin de rajeunir peut-être les opérationnels, tout en ayant des seniors qui nous guident. Moi, je sais que on a un partnership qui est globalement assez jeune et une équipe de direction qui est jeune, mais avec des partenaires seniors qui connaissent très bien le métier, l'industrie et qui nous aident dans la direction de l'entreprise. Voilà, si je prends mon cas personnel, tu vois, ça rejoint certaines choses que tu as dites, mais bon, moi, quand je regarde mes concurrents, généralement les CEO de cabinets d'audit et de conseil, ils font ça, c'est leur dernier poste, globalement, ils ont 60 ans. Moi, je trouve ce qui a vraiment changé avec le fait que je prenne ce poste à 38, c'est que finalement, la plupart des décisions que je prends aujourd'hui, qui sont quand même, je pense que ce qu'on attend d'un CEO, moi je dis souvent, c'est de prendre peu de décisions, mais des décisions qui vont quand même impacter l'entreprise et les orientations futures de l'entreprise. Moi, c'est de dire, toutes les décisions que je prends aujourd'hui avec l'équipe, va falloir rendre des comptes parce que je ne serai pas à la retraite quand on en verra les impacts, quoi. Donc, je serai toujours dans l'entreprise et il faudra que je rende des comptes, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même très différent par rapport à des dirigeants qui prennent ces postes-là à la fin de leur carrière. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'effectivement, quand tu commences à travailler tôt et que tu te projettes toi-même, tu n'as pas du tout les mêmes perspectives que quand effectivement tu as 58 et que tu es là pour un mandat qui est ou 60 et que tu as un mandat relativement restreint. Ce que je voulais dire, c'est que moi je travaille pour le passage à la 5e génération. Enfin, on est tous des actionnaires héritiers, donc il n'y a aucune velléité d'avoir soit une grosse rentabilité du capital avec des gros versements de dividendes, etc., soit un retour sur investissement à la sortie très important. Ce qui ne doit pas retirer la performance. Je pense que c'est un disclaimer très important parce que la performance est quand même attendue. Pour mes collaborateurs, pour l'ensemble des mêmes parties prenantes, le temps long que tu mentionnes, et c'est vraiment une chance inouïe dont il faut vraiment mesurer toute la portée au quotidien. Donc voilà, moi si je dis à mes actionnaires, il me faut 15 ans pour devenir le leader européen du transport routier, j'aurai mes 15 ans, quoi. Alors j'allais justement te demander les next steps pour Epner, c'est ça? Alors les next steps pour Epner, pour le moment, c'est continuer sur le chemin qu'on a mis en place. Alors la croissance externe s'est bien passée. On a réussi à conquérir tous les territoires qu'on voulait conquérir. Maintenant, je te cache pas que sur l'intégration des entreprises qu'on a fait, autant celles qu'on a fait en 2017, 2018, 2019 se sont très bien passées, autant là, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de sujets sur l'intégration de ces entreprises-là. Ensuite, tu as la RSE et la transition environnementale. On a beaucoup investi ces dernières années, notamment dans la transition de notre propre flotte, etc. Maintenant, on s'attaque au gros morceau qui est la transition de la flotte de nos prestataires. Et ça aussi, ça reste à consolider. Il y a encore un travail considérable et sans doute à accentuer dans les prochaines années. Et puis, à côté de ça, l'expérience client doit continuer à s'améliorer. Bref, mon idée, c'est pas de recréer un nouveau monde. J'ai pas de diversification majeure en tête, mais je voudrais déjà consolider nos piliers stratégiques sur les 2-3 prochaines années. Par contre, il y a 2 enjeux importants pour nous à lesquels on réfléchit sur l'investissement. La création d'une BU, d'une business unit B2C, parce qu'aujourd'hui, nous, on livre essentiellement des flux en B2B. Et la deuxième, c'est qu'on voit bien qu'avec la création du ZAN en tant que norme, en tant que contrainte législative, va nous obliger à gérer notre patrimoine immobilier de manière beaucoup plus proactive. D'où notre idée peut-être de créer une filiale à part dédiée qui soit une sorte de foncière
Tu vois, quand je t'écoute parler de tout ce que tu fais, des next steps, de l'ambition pour Epner, et que je me rappelle ce que tu disais dans ta présentation perso, 40 ans, 3 enfants, question du coup qui arrive, c'est comment tu gères le pro, le perso. Parce que tu dors la nuit, Alors, je dors très bien la nuit, moi. J'ai jamais eu de problème pour dormir la nuit. Tu sais, tu lis plein de conneries sur LinkedIn. Tout. Mais l'autre jour, c'était le patron de Coca qui s'en allait, qui disait, dans la vie, tu jongles avec 5 balles. Il y en a une en caoutchouc qui rebondit toujours et qui revient toujours. C'est le travail. Les autres, c'est des balles en verre et dont il faut faire très, très attention à ce qu'elles se cassent pas. C'est-à-dire la famille, les amis, la santé et les loisirs. Moi, notamment au début de ma carrière, quand j'étais très investi, j'ai perdu des copains parce que je les ai perdus de vue. Alors après, ainsi va la vie. Et je pense aussi que si j'avais prêté sans doute un peu plus attention à l'équilibre, j'aurais pas perdu forcément ces amis-là aujourd'hui de vue autant que je les ai perdus. Quant à ma famille, j'essaye d'y prêter plus attention qu'avant. C'est-à-dire que moi, maintenant, je fais 2 à 3 jours par semaine chez moi parce que j'ai beaucoup de rendez-vous dans Paris. Et donc, les rendez-vous dans Paris, quand t'es à Rosny-sous-Bois, c'est ingérable, quoi. Et ça a l'avantage que parfois, tu as rendez-vous de 14 à 16 et puis tu rentres chez toi à nuit. Avant, il fallait que je parte à 7h30 du mat si je voulais éviter les bouchons. Il fallait que je revienne à 20h30 si je voulais éviter les bouchons. C'est un travail de tous les jours et c'est une attention qu'il faut porter tous les jours. Il faut écouter les rappels à la maison. Ouais. Ils sont pas toujours très agréables, mais la charge mentale est forte, quoi. Ouais, on l'a touché du doigt au début et peut-être je vois que l'heure tourne. Mais peut-être un dernier sujet, tu l'as évoqué dans le cadre de tes activités institutionnelles. Tu fais beaucoup de choses, je te sais très investi dans le mouvement des ETI. Tu parlais de la transmission, tu parlais des sujets de fiscalité. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vision sur les ETI françaises, les grands enjeux et réellement ce que tu portes avec les autres membres du métier dont on fait partie. Donc, c'est assez intéressant de dire voilà tout ce qui est en train d'être fait sur cette cause qui est assez fondamentale pour l'économie française. Alors, je vais essayer de faire long story short parce que c'est assez vaste, mais pour partir de la genèse, au début des années 80, il y a autant d'entreprises de taille intermédiaire en France qu'en Italie, en Angleterre ou en Allemagne, ce fameux Mittelstand, même si le Mittelstand recouvre un peu une réalité différente avec des boîtes parfois un peu plus petites, un peu plus grosses, qui sont essentiellement familiales. Et puis, est arrivé l'entrée en fonction de ce gouvernement Mitterrand, enfin des années Mitterrand, avec la mise en place d'une fiscalité, notamment du capital, absolument désastreuse, notamment la partie ISF et la partie transmission, où là, pour le coup, ça a contraint pas mal d'entreprises à se vendre pour payer justement l'ISF ou la transmission qui n'a pas pu être possible, etc. Et donc, le fait que les ETI se soient effondrés, c'est en grande partie la cause de la désindustrialisation de la France dont on se plaint aujourd'hui. Donc, avec le manque non seulement d'emplois, mais en plus de ça, d'un certain nombre de matières qu'il faut produire, etc. On parle beaucoup des médicaments, mais aussi d'un certain nombre aujourd'hui de productions critiques dans le domaine stratégique, etc., que ce soit l'armement, que ce soit les microprocesseurs, etc. On a, nous, la conviction qu'il faut absolument qu'on redote le site France d'une compétitivité sur sa production, notamment pour les ETI. Et on veut leur redonner une compétitivité globale dans un environnement ne serait-ce qu'européen. Voilà, nous on se bat pour cette catégorie d'entreprises qui a un sous-jacent qui est le fait que 70% des entreprises de taille intermédiaire sont des entreprises familiales. Et donc on est aussi sur cette fiscalité du temps long et du capital qui nous touche beaucoup entre nous. Et je pense qu'avoir échangé avec des dirigeants comme toi, comme Pierre-Olivier Brial de Manutan, comme des gens comme ça m'a permis de gagner 5 ans. Moi, j'ai une maladie dont je guéris à peu près tous les jours, c'est la jeunesse, on en a parlé tout à l'heure. Mais quand j'avais 32 ans et que j'ai repris la direction générale, j'étais un peu seul, quoi. J'avais pas d'expérience et j'avais pas d'échange de meilleures pratiques. Et donc ça m'a beaucoup fait avancer, m'a permis d'échanger sur des sujets extrêmement intéressant, de discuter avec des dirigeants de problèmes de fiscalité, de problèmes même beaucoup plus opérationnels comme l'expérience collaborateur, l'expérience client, etc. Et de mettre en place des choses chez moi qui avaient été faites chez les autres. Tu sais, je crois pas qu'on en avait déjà parlé, mais moi, quand j'ai décidé avec BDO d'adhérer
au club ETI d'Île-de-France. C'était exactement pour ces raisons-là, hein, c'est-à-dire finalement je viens d'être nommé, je suis dirigeant d'une ETI, hein, et d'ailleurs le marché a du mal à nous percevoir, nous, dans notre secteur, comme des entreprises normales. Alors, tu vois, moi, j'étais en train de dire, si, c'est une boîte qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 2000 collaborateurs, qui a ses enjeux d'attractivité, qui a ses enjeux de fiscalité, et donc, je suis une ETI comme une autre, donc je vais adhérer. Et effectivement, le contact avec d'autres patrons de TI m'a aidé clairement, moi, dans mon évolution, et pour les sujets de crédibilité, de jeunesse qu'on a évoqués, quoi. Ah, super, c'est bien de l'entendre. Donc, je crois que je vois l'heure tourner, et finalement, j'ai vu des grands signes. On l'avait, ouais, c'est ça. Je pense qu'on nous dit, voilà, là, on est arrivé au bout. Je l'espère que tu auras apprécié le moment. Merci encore, Jean-Thomas, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.